Vous aurez compris le caractère ironique du titre de la conférence que je vous propose. En effet, les hommes, on ne peut pas vraiment s'en passer. Je veux dire par là qu'ils composent un peu moins de la moitié de l'humanité. Et puis, du point de vue des femmes, des millions, sans doute des milliards de femmes ont des pères, des frères, des garçons, parfois des conjoints, des maris. Bref, les hommes, on ne peut pas les jeter à la poubelle. En revanche, vous aurez aussi compris que dans cette question, il y a une inquiétude. Cette inquiétude, elle provient d'un sentiment que quelque chose a changé, mais quelque chose doit changer. De nombreuses choses doivent encore changer en matière d'hommes et de masculinité. Et c'est cette réflexion que je viens vous proposer ce soir. Pour le dire de manière un peu plus technique, je me suis demandé quel était l'avenir de la masculinité, ou plus exactement des masculinités, tant il est vrai que MeToo et d'autres événements depuis ont rendu le statu quo impossible et même insupportable. Donc, qu'en est-il des hommes? Qu'en est-il de la masculinité dans notre société? Que doit-on en garder? Que doit-on en changer? Et si j'ai posé cette question de manière ironiquement provocatrice, c'est pour m'interroger avant tout sur un qualificatif qu'on entend beaucoup, qui est celui de toxique. Bon. On dit beaucoup que les hommes sont toxiques ou qu'il y a une masculinité qui serait toxique. Bon. C'est un terme dans lequel je ne me reconnais pas très bien en tant qu'historien. En effet, je crains que ce soit un terme qui veuille trop englober ou embrasser. Et en effet, si on désigne par toxique des hommes qui tuent ou qui violent, alors à ce moment-là, le mot est insuffisant. On devrait plutôt dire que c'est une masculinité criminelle ou délinquante. Et inversement, si on qualifie de toxique le grand-père ou l'oncle qui, lors d'un dîner de famille, dit des choses stupides ou misogynes, bon, alors à ce moment-là, est-ce que c'est véritablement le mot qui convient? On devrait dire plutôt que ce sont des paroles qui sont misogynes ou sexistes ou vieux jeu, ou pour reprendre le mot, on pourrait dire à ce moment-là que ces hommes sont intoxiqués. Intoxiqués par quoi? Par le patriarcat ou par une certaine histoire qu'il s'agira d'étudier. Mais en tout cas, je suis un peu gêné par ce mot de toxique, et je voudrais vous proposer une réflexion qui permette d'approfondir l'histoire et la question des masculinités hier et aujourd'hui. Et il me semble qu'avant de critiquer les masculinités, il faut proposer une vision critique des masculinités, ou plus exactement une masculinité critique. Je veux dire par là qu'on peut bien sûr porter une critique et un jugement négatif sur les masculinités, mais il importe de montrer que les masculinités sont en elles-mêmes complexes. Et je crois que c'est ce que j'ai voulu dire en évoquant ces masculinités critiques, c'est-à-dire la manière dont les masculinités au pluriel doivent s'entendre et se penser comme des objets complexes, comme n'importe quel objet historique. Alors je voudrais vous proposer trois notions sur lesquelles j'ai apporté aussi un certain nombre d'images pour vous montrer que tout cela est aussi ancré dans notre culture visuelle. Et la première notion que je voudrais vous proposer, c'est celle de culture virile. La culture virile se présente comme une qualité supposée. Je ne dis pas qu'en soi c'est une qualité, je dis que pour ceux qui l'assument ou qui la revendiquent, c'est une qualité, c'est quelque chose de positif. Et la culture virile se traduit par un certain nombre d'attributs, d'objets, d'attitudes ou d'activités qui caractérisent une certaine manière d'être un homme, une certaine manière d'être dans sa masculinité et de s'assumer socialement, familialement, individuellement, en tant qu'homme. Alors, quand je dis que c'est une qualité supposée, c'est que cette culture virile impose aux garçons et aux hommes un certain nombre d'attitudes dont ces mêmes garçons et ces mêmes hommes vont finir par s'enorgueillir. Par exemple, ne pas pleurer, ne
tenir bon en toutes circonstances, ne pas pleurer, montrer le contrôle de soi, sa force, sa maîtrise. Ça, ce sont des qualités qui sont perçues comme telles. Mais je voudrais vous montrer que cette culture virile s'inscrit dans le très long terme et même certainement remonte les millénaires. Et ce qui m'a paru aussi intéressant, c'est que cette culture virile s'inscrit aussi dans des attitudes et dans des objets. Alors, la première image que je voulais vous montrer, c'est un des artefacts les plus anciens dont on dispose en tant qu'historien, enfin en l'occurrence en tant que préhistorien. C'est la célèbre scène du puits dans la grotte de Lascaux. Alors déjà, il est complexe de dater Lascaux puisque certains disent que c'est 15 000, d'autres 18 000 avant le présent, et je ne vais évidemment pas entrer dans cette controverse scientifique. Je voudrais simplement vous montrer une des plus célèbres scènes de cette grotte ornée, qu'on appelle la scène du puits parce qu'elle a été peinte au fond d'un puits très difficile d'accès. Et vous voyez sur cette paroi un animal qu'on suppose être soit un rhinocéros, soit un taureau, enfin, ou un auroch, qui, cornes baissées, fonce sur une figure, j'allais dire humaine, enfin en tout cas anthropoïde. On reconnaît la silhouette, cette silhouette bascule. Cette silhouette est anthropoïde à ceci près que la tête est celle d'un oiseau. Il est évident que cette silhouette est codée du point de vue du masculin, puisqu'on voit un sexe qui sans doute même est en érection. En tout cas, cet homme-oiseau est en train de basculer sous la poussée furieuse de l'animal, et on peut penser que l'animal est blessé à mort. Si vous regardez bien au niveau de son ventre, vous voyez des entrailles qui s'échappent de son ventre. Alors, comme c'est une époque où les humains ne maîtrisent pas ni l'écrit ni l'écrit, en tout cas pas l'écrit et encore moins l'imprimé, il est très difficile de donner un sens à cette scène. Ce qui me paraît intéressant, c'est de montrer les liens qu'il y a entre un certain nombre d'objets, d'artefacts, de situations. On peut faire la supposition, c'est un petit peu audacieux, mais enfin il faut bien interpréter, on peut faire la supposition que cet animal a été blessé lors d'une chasse ou lors d'un rituel et qu'il est en train de foncer, de mettre à mort quelqu'un qui semble relié au masculin, sans doute est-ce un homme, et vous voyez aussi à ses pieds ce qui semble être une sagaie. On voit quelques traits qui ressemblent à une sagaie ou à une flèche. Il est difficile d'en dire davantage. Je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait qu'il y a 18 millénaires, il y a un premier lien entre la chasse, la blessure, une forme de violence, des armes, le masculin, la mort, et je ne crois pas qu'il soit possible ni souhaitable d'en dire davantage. Mais je le signale parce que c'est des choses qu'on retrouvera par la suite. En tout cas, quand moi, en tant qu'historien, j'ai essayé de remonter le temps pour savoir quelles étaient vraiment les premières formes que prenait la masculinité dans l'histoire, en fait, c'est la seule source que j'ai trouvée. Il n'y en a pas d'autres. Enfin, il est très difficile de monter plus haut. On pourrait parler des Vénus gravetiennes, mais en l'occurrence, il s'agit de femmes. Et là, il me semble qu'il s'agit du masculin. Alors, je franchis les millénaires de manière éhontée, puisque ici, on est presque hier, hein, on est au 3e millénaire avant notre ère, et ici, c'est une stèle assez célèbre puisqu'elle est au Louvre, hein, vous la verrez au Louvre si ça vous intéresse, et ici, c'est la stèle dédiée à la victoire d'un roi qui s'appelle Naram-Sin, et qui était un roi vers Akkad, donc en Mésopotamie, à la fin du 3e millénaire avant notre ère. On voit sur cette stèle, là encore, un certain nombre d'artefacts. Alors là, on sait que c'est la stèle en l'honneur de ce roi et d'une victoire, puisque là, pour le coup, l'écriture est apparue et on sait parfaitement le sens
que les ouvriers et les artistes donnaient à cette stèle. Ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez sur la gauche le roi, qui est représenté avec une force musculaire évidente. On voit parfaitement ses biceps et les muscles de ses jambes. On voit aussi qu'il porte des armes offensives et défensives. Il est casqué, ça c'est pour la défense, mais il a aussi un certain nombre d'armes offensives. Et puis ce qui est le plus intéressant, c'est les attributs par lesquels il règne et il triomphe. D'abord, il est dominé par 2 soleils qu'on voit bien en haut de la stèle, et puis on voit qu'il a vaincu 2 personnages qui ressemblent à des hommes. Si vous regardez bien tout en bas de la stèle, on voit encore d'autres hommes vaincus qui ressemblent à des cadavres, on voit simplement leur tête, mais ce qu'on voit parfaitement bien, c'est les 2 personnages. Celui de droite est en train de supplier, peut-être d'avoir la vie sauve, et l'autre a carrément une flèche dans la gorge et il est en train de mourir. Alors ici vous voyez d'autres aspects du masculin, probablement c'est un chef politique et un chef militaire. On associe la gloire, la violence et la victoire militaire, et puis le fait que physiquement il vient dominer ses vaincus et même probablement regarder leur trépas. Là encore, je ne veux pas en dire davantage, mais ce que je trouve intéressant, c'est les liens qu'il y a entre un certain nombre d'objets, de situations en relation avec le masculin. Je continue encore pour vous montrer que le masculin s'incarne dans un certain nombre d'objets et d'accessoires. Ici, c'est une autre œuvre assez célèbre qui, là encore, est au Louvre, que vous trouverez dans la galerie des antiquités iraniennes et persanes. Et ici, c'est la frise des archers d'un des plus grands personnages de l'époque, Darius, qui vivait au milieu du premier millénaire avant notre ère, Darius dont parlent un certain nombre de sources grecques de l'époque, puisque comme chacun sait, les Grecs se sont opposés à l'empire perse et notamment à celui de Darius. Ici vous avez des archers. Alors, il faudrait un peu imaginer que ce sont les gardes du corps ou la garde prétorienne. Ce serait un petit peu comme la garde républicaine de l'époque, si vous me permettez cet horrible anachronisme. Donc, cette frise des archers célèbre la garde rapprochée de Darius. Ce sont 4 hommes qui portent des armes offensives, des flèches, des lances et des arcs avec un carquois dans le dos. Et vous voyez, ce qui est aussi assez intéressant, c'est que les 4 hommes sont barbus. Alors là encore, on peut faire un certain nombre de liens, et vous voyez, je ne voudrais pas passer trop de temps, je voudrais avancer, mais vous voyez que sur ces 3 images que je vous ai montrées, certaines situations reviennent, notamment le militaire, mais il y a aussi le goût de l'arme, peut-être une forme de violence, ou en tout cas de pouvoir que l'arme confère. Et en tout cas, vous voyez que on peut associer le masculin et l'arme, largement le métal à partir des derniers millénaires avant notre ère. Le métal, peut-être la chasse ou la viande, on ne sait pas très bien. Et puis, on pourrait dire l'art du poil, c'est-à-dire le fait de mettre en scène sa virilité avec une apparence, puisque c'est le propre de l'homme par opposition à la femme d'avoir une pilosité faciale. Alors, je vous ai la 4e diapo que je vais vous montrer tout à l'heure à l'instant, c'est d'autres accessoires masculins, mais ici très contemporains. Ici, vous voyez, c'est une publicité pour un couteau, dont je ne donnerai pas la marque, et c'est une publicité qui a quelques années. Et ce que j'ai trouvé amusant, c'est qu'on retrouve à peu près les accessoires du masculin qu'on retrouvait déjà à l'état chimiquement pur il y a quelques millénaires. Ici, vous avez un mec, un homme, j'oserais dire un vrai mec, qui est en train, avec son couteau, de manger un bon steak frites. Alors, ce qui est amusant, c'est que vous voyez son bras droit et sa main droite sont tendus. On voit qu'il est en train d'appuyer sur sa fourchette pour bloquer la viande dans son assiette, parce qu'elle pourrait s'en aller après tout. Et vous voyez que le muscle de son bras gauche est tendu. Et quant à son bras
son bras droit, pardon, le muscle de sa main droite est tendu, et quant à son bras et sa main gauche, c'est encore plus fascinant puisqu'il porte le couteau dont il est fait la publicité, et que le couteau est présenté comme le prolongement de son bras. Il y a quelque chose d'assez fascinant, enfin bon voilà, c'est un coup de génie du publicitaire, c'est-à-dire que le couteau est comme la poursuite de la puissance virile. Alors, je vous ai rapidement présenté quelques éléments de ce qu'on peut rappeler la culture virile. On peut dire que cette culture ne nous plaît pas, ou qu'elle nous plaît, ou que chaque homme a le droit de se représenter de la manière dont il veut. Moi, pour ma part, là je parle en tant qu'homme et en tant que citoyen, j'ai envie de dire que la culture virile m'est complètement indifférent dès lors qu'elle ne s'associe pas à la violence, à la misogynie, à l'homophobie. Mais bon, après tout, si les hommes se reconnaissent dans les armes, les voitures qui vont vite, la viande, la belle affaire. Moi-même, j'ai une montre en acier qui m'a coûté cher, et puis j'en suis très content. Ça m'arrive de regarder des matchs de foot en buvant de la bière. Là encore, la belle affaire. Et pour renverser la perspective, il y a quelques années, j'avais fait une enquête sur les salons de beauté et les esthéticiennes. Et on peut dire que de la même manière qu'il y a cette culture virile, il y a aussi une culture, on va dire féminine, enfin une certaine culture féminine. Et quand moi j'allais dans les salons de beauté, j'avais l'impression d'être dans un gynécée, enfin un certain gynécée. Et les esthéticiennes me disaient, ben oui, nous on maquille, on épile, on masse, et les femmes, ben, ça leur fait plaisir. Et donc qu'est-ce que ça peut vous faire? Je disais, ben, ça ne me fait rien du tout, mais je suis là simplement en tant que historien sociologue. Donc, d'une certaine manière, on peut dire qu'il y a des cultures associées à des sexes et à des genres, et que cette culture virile que je vous ai présentée est l'équivalent dans l'autre sexe d'une culture qui consisterait à se maquiller ou à porter les cheveux longs ou à porter une robe. Bon, je ne parle pas de ça, mais vous voyez que là encore, je n'ai pas grand-chose à en dire, à part que bien sûr, il faut être libre d'embrasser la culture masculine que l'on souhaite. Le problème de la culture virile n'est pas qu'elle existe en tant que telle, c'est quand elle devient obligatoire. Là, je crois qu'il y a quelque chose comme une contrainte, et là, elle pose problème. Mais dès lors qu'elle n'est porteuse d'aucune violence ou d'aucune contrainte, là encore une fois, elle ne me pose pas problème. Je voudrais ajouter maintenant une deuxième notion, qui est celle de domination masculine. Alors, c'est une notion qu'on utilise en histoire et en sciences sociales. Elle est quasiment synonyme de patriarcat ou culture patriarcale, mais pour le coup, moi, je n'utilise pas le mot patriarcat parce que là, il faudrait aussi entrer dans un certain nombre de débats. Le mot patriarcat a un petit côté un peu militant, donc moi, je l'utilise en tant que citoyen ou en tant que père de famille, mais je ne l'utilise pas en tant qu'historien. L'expression que je préfère, c'est celle de domination masculine, que je définis par une société où les hommes et le masculin, ce qui n'est évidemment pas la même chose, une société où les hommes et le masculin dominent l'essentiel des activités, c'est-à-dire le politique, l'économique, le militaire, le symbolique. Donc, pour le dire autrement, la domination masculine, c'est le fait que les hommes aient le monopole ou le quasi-monopole des pouvoirs, des responsabilités et des richesses dans une société qui considère que le masculin est une norme universelle. D'ailleurs, chez la plupart des philosophes antiques et même jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, quand les philosophes doivent prendre un exemple d'un humain générique, ils prennent un homme, un être à pénis. C'est l'humain générique. La femme étant toujours altérisée. C'est-à-dire la femme, c'est l'autre. C'est quand on doit prendre quelque chose, quand on doit faire une exception ou prendre un contre-exemple, on prend la femme. L'homme est quelque chose de générique. Et donc, cette association entre masculinité, normativité et universalité, je pense que c'est une des meilleures définitions de la domination masculine. Et je vais maintenant vous montrer quelques images qui montrent que cette domination masculine a une longue histoire et que là encore elle s'incarne dans un certain nombre de situations et de sphères sociales, professionnelles, familiales qu'il est intéressant de sérier.
Alors vous avez ici quelques bustes qui ne sont pas d'époque, d'empereurs romains des premiers siècles de notre ère. Je ne suis pas capable de vous dire qui ils sont, mais enfin si ça vous intéresse de savoir qui était empereur romain entre, on va dire, Auguste et Septime Sévère, vous pouvez aller regarder dans un livre d'histoire ou sur Wikipédia et vous verrez que les empereurs romains sont des hommes, tous, sans exception. Et au-delà de l'Empire romain, on pourrait faire la même observation chez les pharaons, à une ou deux exceptions près. On pourrait faire la même observation chez les empereurs perses ou encore chez les stratèges grecs. Ici, ce qui est intéressant, c'est de constater que très rapidement, ce sont les hommes qui acquièrent et monopolisent le pouvoir, mais quel pouvoir? C'est le pouvoir d'État. Et c'est très important de le dire parce que l'État est un objet, enfin une forme historique qui n'a pas toujours existé. On date l'apparition de la forme étatique moderne à peu près du 3e millénaire avant notre ère, en Mésopotamie ou en Égypte ancienne. Donc dès lors qu'il y a une forme étatique, on s'aperçoit que c'est les hommes qui s'en emparent. Bon, on pourrait se demander pourquoi, et ça excède le temps qui m'est imparti, mais c'est quelque chose qu'on observe. Dès lors qu'il y a des dynasties ou un pouvoir d'État, en fait, ce sont des hommes qui l'acquièrent. Je voudrais aussi vous parler de religion. C'est quelque chose qu'on oublie très souvent, car ce qui a accentué la domination masculine, ce sont, à mon sens, les monothéismes. Bon. Et pour ne pas toujours prendre les mêmes monothéismes, ou plutôt le même monothéisme, j'ai choisi de choisir le christianisme, pour varier un petit peu l'intérêt que nous portons aux religions. Alors vous voyez ici que la Bible, ici la Bible juive et la Bible chrétienne, puisque la Bible, qu'elle soit Torah, Pentateuque ou Bible ou Ancien Testament, tous ces textes sacrés qui sont à peu près les mêmes, renvoient à une certaine vision du masculin. Alors ici, je mélange les époques puisque je mélange la Bible juive, enfin ou en tout cas ce qu'on appelle l'Ancien Testament dans la tradition chrétienne, et un des chefs-d'œuvre de Michel-Ange qui se trouve, comme chacun sait, au plafond de la chapelle Sixtine à Rome. Et là, vous voyez que c'est Dieu le Père qui est représenté sous la forme d'un homme de 50 ou 60 ans, oserais-je dire, qui donne la vie, qui crée un jeune homme, Adam, lequel se trouve nu, et selon les codes maniéristes de l'époque, Adam est un homme à la musculature imposante, puissante, impressionnante. D'ailleurs, il a l'air beaucoup plus puissant physiquement que Dieu le Père qui lui donne vie. Mais peu importe. Ici, le plus important, c'est pas le physique, c'est pas la musculature. Le plus important ici, c'est la transmission de l'étincelle de vie avec les deux mains qui se rapprochent sans se toucher. Enfin, ça, on est vraiment au cœur des grands chefs-d'œuvre de l'art occidental. C'est par ailleurs une représentation magnifique et extrêmement émouvante de ces deux doigts qui sont en train de s'approcher de manière asymptotique, mais sans se toucher. Et là, vous voyez une transmission de vie de Dieu à l'homme, mais c'est aussi une transmission du sacré d'un homme à un autre homme. Et c'est pour ça que j'associe la création d'Adam à ce monopole du sacré. Et c'est quelque chose qu'on oublie très souvent quand on parle de domination masculine, parce que quand on parle de domination masculine, on va penser au pouvoir d'État ou au pouvoir militaire ou encore à la violence, alors que le sacré, c'est quelque chose de fondamental. Les hommes sont, dans les trois monothéismes, ceux qui ont le monopole du sacré. Et pour, là encore, continuer et passer les siècles, vous verrez que ça n'a pas beaucoup changé pour ce qui est de l'Église catholique, parce que comme à l'époque de Michel-Ange, on disait pas le catholicisme, enfin en tout cas ici il s'agit bien d'Église catholique. Vous voyez que un pape, ici avec ses servants, si moi avec mes étudiants je devais faire une
un commentaire de cette photo, je pourrais parler d'histoire religieuse, du caractère baroque et très riche du décor, de la manière dont les hommes sont vécus, mais on peut aussi en faire une analyse par le genre. Hein. En fait, la religion, c'est une affaire d'hommes. Et le sacré, ici, est mis au service des hommes. Et ce qui est intéressant, c'est que les hommes ici sont vêtus avec des codes qui sont plutôt féminins, hein, puisqu'ils ont une espèce de grand chapeau, ils ont une aube qui est en fait une robe. Donc il y a quelque chose d'intéressant. Et vous voyez bien que c'est complexe et donc intéressant, c'est qu'au moment où les hommes acquièrent ou en tout cas utilisent des codes du féminin, c'est pour revendiquer le monopole du sacré. Une autre chose qui me paraît intéressante dans cette photo, c'est que le monopole du sacré est acquis par des hommes qui sont très loin de la force physique et de la juvénilité. Ce sont des hommes qui sont vieux et qui sont fragiles. Si vous les mettiez en face d'une catcheuse, ce serait la catcheuse qui gagnerait d'un point de vue physique. C'est pour ça que, ou d'une boxeuse, ou d'une championne de MMA. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que là encore, il faut dissocier ce qu'on appelle la domination masculine et la musculature ou la force physique ou encore la vigueur. Vous voyez qu'ici, il n'est pas du tout question de force physique. C'est un vieillard qui a le monopole du sacré et donc qui est le représentant de Dieu sur terre. Alors parlons maintenant politique. Vous avez ici une autre, je parlais tout à l'heure de monopole du pouvoir d'État. Bon, ici c'est une photo qui est quand même très récente, hein, c'est une réunion du G20. Alors il faut s'abîmer les yeux pour trouver les femmes. Il y a Theresa May, à l'époque Premier ministre britannique, et puis il y a Christine Lagarde, dont nous pouvons être fiers, puisque c'est une Française et qui ici vient donner un petit peu d'exotisme dans cette photo. Bon, pas grand chose à dire là-dessus, c'est une photo qui d'une certaine manière parle toute seule. On pourrait être amusé aussi par le code vestimentaire. Le code vestimentaire ici est l'héritier de la révolution bourgeoise du 1er 19e siècle. Vous savez qu'au XVIIIe siècle, les hommes s'habillaient de manière très exubérante, enfin qui paraîtrait aujourd'hui exubérante, avec des couleurs très vives, ils étaient poudrés, perruqués, enfin imaginez Don Juan ou le vicomte de Valmont, quoi, c'est un petit peu ça. Alors que la révolution bourgeoise du XIXe siècle simplifie et rend plus austère la garde-robe masculine. Et on en est les héritiers, puisque, à part, je crois, le roi ou l'héritier d'Arabie Saoudite, tous les autres sont en costume sombre. En tout cas, vous voyez que ici, bon, c'est très simple, hein, on voit qui c'est qui a le pouvoir d'État au niveau mondial, c'est clair, quoi. Et je voudrais, en passant cette photo, vous montrer que pour ce qui est du monopole politique dont jouit le masculin, il n'y a pas simplement que l'effet de groupe. Il y a d'autres aspects que je trouve d'une certaine manière plus intéressants. Ici, il y a ce que j'appellerais l'entourage. L'entourage, c'est la manière dont les hommes de pouvoir ont autour d'eux d'autres hommes qui doivent croire dans leur pouvoir symbolique, puisque ce sont des hommes qui, en quelque sorte, forment la cour politique, cour militaire, cour de conseillers, autour des hommes de pouvoir et qui, en quelque sorte, les entourent, mais par cela même redoublent leur force, leur pouvoir, leur prestige et leur impérium. Ici, vous voyez que ça subsume les régimes politiques, puisque vous avez la France démocratique, la République française démocratique à gauche, et la République américaine du premier Trump, qui, démocratique, l'est, hélas, de moins en moins. Mais là encore, vous voyez, d'une certaine manière, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'entourage et la manière dont les hommes de pouvoir doivent redoubler leur prestige par la présence d'autres hommes qui, au-delà de la simple protection physique, doivent appuyer
le symbole de leur pouvoir et de leur prestige. Bon, à droite, c'est je ne sais plus quel acte ou ordonnance que Trump Ier, sans jeu de mots, hein, Trump Ier est en train de signer devant ses conseillers. Et à gauche, c'est l'inauguration de la Bibliothèque nationale de France par le président Mitterrand à la fin de son deuxième mandat. C'est une photo qui trône aujourd'hui encore à la Bibliothèque nationale de France, où je vais très souvent en tant que chercheur. Et vous voyez ici Mitterrand qui est entouré par des conseillers, des architectes, des ministres et aussi des gardes républicains. Vous avez à peu près un concentré du pouvoir d'État, qui est un pouvoir, vous le voyez là encore, qui n'est pas simplement militaire et physique. Hein. Vous avez des architectes, des intellectuels, des ministres qui viennent en quelque sorte entourer le président et puis l'accompagner dans sa marche triomphale. Bon, ça c'est une photo archi connue. Là encore, je l'ai beaucoup commentée avec mes étudiants, mais quand je la commente, c'est plutôt pour dire que c'est l'avant-dernière conférence interalliée avant la défaite du nazisme. Vous avez ici Churchill, Roosevelt et Staline. Et au-delà de l'histoire militaire et de la Deuxième Guerre mondiale, vous voyez là encore que le pouvoir militaire, jusqu'à une date extrêmement récente, est entre les mains des hommes. Ces trois leaders sont des chefs politiques, mais ce sont ici en l'occurrence des chefs militaires. C'est intéressant aussi de prêter attention à leurs costumes. Certains sont en civil, d'autres, comme le maréchal Staline, sont dans un costume militaire. Et de la même manière, les hommes qui sont derrière eux incarnent là encore le pouvoir politique et militaire qui est ici complètement confondu, juxtaposé, puisqu'on est dans une période de guerre. Et là, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que ça transcende les régimes politiques, puisque vous avez à gauche deux hommes qui incarnent la démocratie libérale, et à droite, un homme qui incarne la dictature communiste la plus sanglante. Enfin, je parlais de faire la guerre, ici il s'agit de faire un journal. C'est une conférence de rédaction au journal Le Monde dans le dernier tiers du XXe siècle. Et vous avez à peu près, un certain nombre de chefs de rubrique, de rédacteurs en chef. Bon, il est venu à l'idée de personne de solliciter les femmes, sauf pour le secrétariat. C'est une chose qui a bien sûr changé. Là encore, ce n'est pas mon propos ici de dire à quel point ça a changé, même si à l'évidence ça a beaucoup changé. Ce que j'ai voulu vous montrer, c'est le caractère massif de la domination masculine dans l'histoire longue. Le fait que ça a changé, c'est une évidence, mais vous voyez quand même que d'une certaine manière, on part d'une histoire qui est plus profonde, plus massive, plus robuste que ce qu'on pouvait croire. Alors je voudrais maintenant introduire une troisième notion qui est celle de masculinisme. Le masculinisme, c'est encore une troisième notion que cette fois je voudrais introduire et développer. Le masculinisme, c'est une réaction spécifiquement antiféministe, et je pourrais ajouter misogyne, contre les femmes qui s'émancipent et contre une société dans laquelle les femmes sont supposées réclamer des formes de liberté, d'égalité ou tout simplement des droits. Alors il y a un esprit masculiniste que je pourrais résumer de la manière suivante. Les femmes sont allées trop loin. Tout ça, ça va trop loin. Ça va trop loin et donc il est temps que les femmes retournent à leur place naturelle et que les hommes retrouvent la leur. Alors la place naturelle des femmes, je vous laisse deviner laquelle cela peut être. Et la place naturelle des hommes, vous avez compris de quoi il s'agissait puisque j'en parle depuis une demi-heure. Donc vous voyez que dans le masculinisme, il y a une espèce de réaction à la révolution féministe, et c'est pour ça qu'on peut dire que le masculinisme est une contre-révolution. C'est une contre-révolution antiféministe qui consiste à dire qu'il faut en revenir à l'ordre naturel des choses, ordre naturel qui a été troublé, perturbé
par les réclamations, les revendications des femmes, lesquelles n'ont apporté que le chaos, le déséquilibre, le malheur, etc. Donc on peut dire que la réaction masculiniste est une contre-révolution, et en ce sens, elle est aussi vieille que la révolution féministe. C'est-à-dire que les premières formes de masculinisme se trouvent à la fin du XVIIIe siècle, puisque c'est à peu près à ce moment-là qu'on voit naître le féminisme en tant que pensée philosophique et politique en France et en Grande-Bretagne. Donc du masculinisme, il y en a depuis la fin du XVIIIe siècle. Ça consiste à dire que les femmes sont allées trop loin et qu'il est temps que les hommes mettent un terme à ce désordre. Donc pour le dire autrement, ce retour à l'ordre naturel suppose que les hommes ont été des victimes. Et là, il y a un renversement qui est intéressant, c'est qu'on pourrait croire que les femmes sont victimes de la domination, des injustices, de la violence. Non, les vraies victimes sont les hommes, parce que la société devient de plus en plus féminisée, elle devient en quelque sorte une gynocratie, et donc les hommes sont victimes de ces désordres, de ces injustices, etc. Donc vous voyez, il y a un renversement qui est intéressant, puisque les victimes ne sont pas ce qu'on croit. Alors, une des formes juridiques les plus anciennes en termes de masculinisme, c'est le Code civil de Napoléon, de 1803-1804. Et ici, je parle bien de masculinisme, puisque c'est à partir de la Révolution française qu'un certain nombre de féministes, la plus célèbre c'est Olympe de Gouges, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, comme Théroigne de Méricourt, enfin bon, il y en a beaucoup d'autres. Beaucoup de féministes françaises et britanniques ont réclamé et obtenu un certain nombre de droits, mais à partir de, on va dire, 1793, elles ont été éliminées de la sphère publique et renvoyées dans leur foyer. 10 ans plus tard, le Code Napoléon grave dans la loi ce retour à l'ordre, qui est un retour à l'ordre masculin. Il y a un retour à l'ordre politique, bourgeois, mais ici, en l'occurrence, il est masculin. L'article le plus célèbre, qui est archi connu des historiens, c'est l'article 213. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. Et vous voyez ici que ce n'est pas exactement une pure injustice, parce que dans la pensée masculiniste, en fait, c'est un retour à un ordre naturel. Et l'ordre naturel, on le voit ici écrit noir sur blanc, il ne s'agit pas de dire, par exemple, les femmes sont les esclaves des hommes. C'est pas ça le masculinisme. Le masculinisme, c'est de dire chacun a sa place et tout ira mieux. Et on le voit ici de manière tout à fait limpide. Il s'agit pour la femme d'obéir, mais il s'agit aussi pour l'homme de protéger. D'une certaine manière, chacun a sa fonction, chacun a sa place, selon une pensée complémentaire, ou plus exactement une hiérarchie complémentaire des sexes. L'homme protège, la femme obéit. Mais dans l'esprit du Code civil, un homme qui ne protégerait pas sa femme et ses enfants serait aussi en tort. Bon. Inversement, une femme qui désobéirait serait elle-même en tort. Bon. Et donc, par exemple, bon, la pièce de théâtre, une pièce de théâtre très connue qui est Une maison de poupée, à la fin du siècle, qui est le contraire de cette phrase, puisque Nora, à la fin, désobéit et quitte homme, mari et enfant. D'une certaine manière, vous voyez que on peut désobéir de deux manières à cet article 213, quand on est un homme et quand on est une femme. Alors, l'article qui suit est intéressant, c'est la conséquence juridique. Je cite, « La femme est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider. » Article suivant, la femme ne peut ester en justice, ça veut dire qu'elle n'a pas de capacité juridique pour porter plainte, par exemple, même quand elle serait une marchande, même quand elle aurait une profession indépendante. Ici, il y a quelque chose que vous aurez peut-être deviné, c'est que la conséquence de l'article 213, c'est que la femme doit aussi obéissance physique et sexuelle à son mari. C'est-à-dire qu'on est dans une société où ce qu'on appelle aujourd'hui le viol conjugal est impensable. C'est impensable puisque précisément l'article 213 dit que la femme doit obéissance en tout à son mari. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui le viol conjugal est quelque chose qui est une aberration, même pas dans les mœurs, mais vous le voyez ici dans la loi. Et vous voyez que cet article 213 qui est si important a un certain nombre de conséquences dans la vie quotidienne. Et maintenant je vais arriver à des choses beaucoup plus récentes. La contre-révolution masculiniste dans sa version la plus contemporaine a commencé, il me semble, à la fin du XXe siècle,
avec un certain nombre de réflexions, de textes aux États-Unis, mais pas simplement. Ici, vous avez un livre de Robert Bly, qui est un penseur américain actif dans les années 60, 70, 80 du XXe siècle. Et Robert Bly a publié en 1990 un livre qui a été un best-seller, qui s'appelle Iron John, en français Jean de fer. Et c'est un livre, comme le sous-titre l'indique, sur les hommes, sur les masculinités. C'est un livre en quelque sorte qui explique que les hommes doivent retrouver leurs émotions, ils doivent renouer avec leur masculinité profonde, avec leur mâle archaïque, et ils doivent être capables d'assumer leurs émotions qui ont été en quelque sorte, qui leur ont été en quelque sorte arrachées. Et donc dans ce livre, Robert Bly explique qu'il faut assumer sa part de masculin de la même manière que les féministes, notamment aux États-Unis, ont assumé ce que Robert Bly appelle leur féminité. Bon. En fait, vous voyez qu'il y a un passage en fait, qui ne se dit pas entre la question des droits et la question des émotions féminines ou masculines, mais peu importe. Ici, Robert Bly donc suggère aux hommes de renouer avec leurs émotions, ou pour le dire en termes plus contemporains, de ne pas avoir honte d'eux-mêmes. Ce que Robert Bly est en train de dire, c'est les mecs, soyons fiers de qui on a des émotions, on a des besoins, on a des désirs, assumons-les. Après tout, ce n'est pas les bonnes femmes qui vont nous empêcher de vivre. Je suis beaucoup plus familier que lui, qui est beaucoup plus intelligent, mais au fond, c'est son message. Et vous voyez à gauche, le Jean de fer, qui cette fois est un mythe qui remonte aux frères Grimm. Robert Bly s'inspire de ce mythe de Jean de fer, donc encore une fois de ce conte des frères Grimm. C'est l'histoire d'un prince qui libère un homme barbu, sauvage, presque animal, qui vit dans une cage de fer, et cet homme lui dit « s'il te plaît, libère-moi ». Bon, le garçon n'ose pas, puis finalement libère Jean de fer, et finalement, il va y avoir plein d'aventures, et Jean de fer va l'aider à se révéler, il va l'emmener dans la forêt, puis il va lui apprendre à être un homme, et puis grâce à Jean de fer, le prince va triompher d'un certain nombre d'épreuves, épouser la princesse à la fin, bon, etc. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le moment clé de ce conte où le petit garçon, le prince, accepte de libérer l'homme sauvage, c'est-à-dire, d'un point de vue métaphorique, les émotions profondes qu'il a en lui en tant que jeune homme et qu'il n'ose pas assumer. Mais en fait, il va les libérer et il va finir par être l'élève, en quelque sorte, de Jean de fer. Alors, vous voyez que dans ce premier moment de la contre-révolution masculiniste, parce que j'ai oublié de vous dire que Robert Bly évidemment se dirige explicitement contre les luttes féministes de la décennie précédente aux États-Unis. Là, vous voyez qu'il y a tout un aspect culturel. Et je voulais commencer par cela parce que la contre-révolution masculiniste repose sur une perception culturelle, plus exactement culturaliste, des sexes et des genres. Mais évidemment, ce sont ensuite des hommes politiques et des formations politiques qui se sont emparés de ce masculinisme. À mon avis, le premier, on le dira dans les livres d'histoire dans 50 ans, je ne veux pas être prophète, mais le tout premier homme politique masculiniste naît, enfin en tout cas, acquiert le pouvoir en Europe et non pas aux États-Unis. Et c'est Berlusconi qui, à mon avis, a à peu près tous les attributs, la définition, les manières d'être du masculinisme. Bon, alors je ne vais pas là encore parler de son mépris pour la culture ou des scandales financiers qui ont entaché ses mandats. Je voudrais insister ici simplement sur la mise en scène de l'homme politique puissant playboy avec on va dire un ensemble, j'allais dire un harem, mais enfin ce serait vraiment très laid, de femmes qui sont à sa disposition. Vous savez aussi que Berlusconi a été pris dans un certain nombre de scandales politico-sexuels, dont le plus célèbre est le Ruby Gate, qui
qui mettait à sa disposition de jeunes femmes mineures. J'en arrive aux attaques qui ont été portées par les masculinistes au Brésil au moment où les femmes acquièrent le pouvoir. Vous avez ici des autocollants qui ont été accolés sur des voitures au Brésil et qui ne sont rien d'autre que des appels au viol de la présidente de l'époque, Dilma Rousseff. Et là, je crois qu'on est au cœur de la pensée masculiniste, puisque celle qui est visée, c'est la présidente, c'est-à-dire une femme politique démocratiquement élue à la tête d'une des plus grandes démocraties au monde. Et vous voyez que ce qu'on lui reproche, c'est tout simplement son existence en tant que femme politique. Et le remède que les hommes, enfin ces hommes, proposent à ce désordre, c'est pas un débat politique, c'est pas de créer des partis, non, c'est simplement le viol. Le viol et plus largement l'attaque à l'intégrité physique. Et c'est pour ça que l'attaque à l'intégrité physique, c'est ce qui s'est poursuivi dans ce même pays, le Brésil, quelques années après la présidence de Dilma. Et vous avez ici une des principales animatrices de la gauche brésilienne, Marielle Franco, qui est née dans une des principales favelas de Rio, qui incarnait la gauche progressiste brésilienne et qui, par ailleurs, se trouvait être noire et lesbienne. Elle a été assassinée en 2018 par des milices proches du clan Bolsonaro, et vous voyez que le masculinisme n'est pas simplement un appel au meurtre, c'est aussi tout simplement un meurtre. Et je voudrais maintenant en arriver aux États-Unis et vous montrer qu'on est dans une période troublée, comme chacun sait. Aux États-Unis, je crois qu'on est au cœur de ce qui pourrait être maintenant la révolution ou la contre-révolution masculiniste. Vous voyez entre parenthèses qu'elle a commencé bien avant, mais je voudrais vous faire lire une déclaration célèbre de celui qui est actuellement le vice-président des États-Unis, J.D. Vance. Je vais vous faire lire dans un instant une de ses déclarations, mais ce que je voudrais dire avant, et c'est beaucoup moins connu, c'est que Vance a publié il y a une dizaine d'années une autobiographie qui s'appelle Hillbilly Elegy, qui est un bon livre, cela me peine de le dire, mais il faut dire la vérité. C'est un bon livre, c'est une autobiographie intéressante et émouvante où il raconte son enfance fracassée dans les classes du lumpen prolétariat, du Kentucky et de l'Ohio. Voilà d'où vient Vance. Il est en train de vouloir le faire oublier, mais il y a 10 ans, il le disait de manière tout à fait claire. Et dans son livre, il y a une réflexion très intéressante sur ce qu'il appelle la crise de la masculinité. J'en parlerai dans un instant, mais pour Vance, il y a une crise de la masculinité, et d'une certaine manière, avant de le critiquer, il faut entendre ce qu'il a à dire, parce que contrairement à vous et moi, en tout cas à moi, il a grandi dans un milieu misérable de l'Ohio et du Kentucky où il y avait drogue, violence, chômage de masse, désindustrialisation, etc. Voilà ce qu'il disait il y a 10 ans et voilà ce qu'il dit maintenant. Les démocrates du Congrès et l'administration Biden constituent, je cite, une bande de femmes à chats sans enfants qui sont malheureuses dans leur vie, je vous donne la traduction en anglais, et dans le choix qu'elles ont fait, et qui veulent rendre le reste du pays malheureux lui aussi. Bon, là on est quasiment dans une définition presque chimiquement pure de la contre-révolution masculiniste, dans ce qu'elle attaque spécifiquement des féministes, renvoyées à leur malheur, à leur aigreur, à leur acrimonie, à leur solitude, à leur improductivité et à leur stérilité biologique. Tout ça est contenu dans une seule phrase. D'un point de vue politique, il faut quand même une certaine intelligence pour le dire en une seule phrase. Et d'ailleurs, finalement, ça a dû marcher puisqu'ils ont été élus. Alors, vous voyez que cette phrase, qui est spécifiquement masculiniste, attaque en tant que telle des féministes. C'est ce que j'appelle une pensée morte. Non pas parce qu'elle est morte, au contraire, je ne veux pas dire par là qu'elle n'a aucune efficace, au contraire, elle est tout à fait vivante. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est morte, c'est que c'est ce que disaient des masculinistes de manière presque identique à l'époque
du MLF dans les années 70, à l'époque de Simone de Beauvoir au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque de Madeleine Pelletier au début du XXe siècle, à l'époque de Eugénie Niboyet au milieu du XIXe siècle, et à l'époque de Olympe de Gouges pendant la Révolution française. Donc si vous voyez, ce sont des tropes ou des schémas de pensée qu'on retrouve, et c'est en ce sens que c'est une pensée morte. Mais elle n'est pas morte au sens où elle est encore tout à fait, elle existe encore aujourd'hui. Je voudrais, dans les quelques diapositives qui suivent, vous montrer ce que j'appellerais le folklore masculiniste, c'est-à-dire la manière dont les masculinistes quittent l'austérité bourgeoise que j'évoquais tout à l'heure pour entrer dans une forme de théâtralité, de performance de genre qui performe un sexe, les hommes, et un genre, le masculin. Et là, il y a tout un folklore théâtral qui emprunte à une dramaturgie à la fois rurale et urbaine, et qui s'affiche dans le domaine public aux États-Unis. Bon, ici, c'est une photo qui a été prise lors de l'assaut contre le Capitole. On pourrait, d'une certaine manière, voir que cette photo est le parallèle avec la frise des archers à l'époque de Darius. Hein. Des hommes qui assument leur force physique avec des armes défensives, offensives. Bon, d'une certaine manière, rien n'a changé. Et vous avez en plus, ils sont au pied du pouvoir politique qu'ils voulaient justement reconquérir. Ici, plus intéressant, vous avez une des figures de cet assaut contre le Capitole. Vous avez son pseudonyme, Canon Shaman, donc il se présente comme un chaman. Et ici, vous voyez donc ce que j'appelais cette espèce de dramaturgie folklorique, puisque Canon Shaman est maquillé, ce qui n'est pas anodin, maquillé aux couleurs du drapeau américain, et il est vêtu d'une peau, enfin en tout cas, il est coiffé d'une peau de coyote avec des cornes de taureau ou de roc. Ça renvoie là encore à une conception de l'animalité, de la force taurine, de la violence animale ou brute que l'homme a envie d'incorporer, comme une espèce de... ici c'est le chasseur-soldat qui se met en scène au profit, en défense d'une certaine vision des États-Unis et du pouvoir politique. Autre type de folklore, c'est Brickman. Ici, c'est un homme qui, à chaque congrès de Trump, se présentait avec un costume à motif de briques, parce qu'il voulait incarner le mur de séparation, le mur frontalier de séparation entre les États-Unis et le Mexique. Et donc là, vous voyez, là encore, une espèce, il y a un côté un petit peu carnavalesque, clownesque, mais pourtant, c'est des choses tout à fait sérieuses. Donc ces gens-là ont beau être des clowns, ce sont en fait des clowns tout à fait sérieux qui portent une certaine vision des choses, un peu comme Hitler en son temps. Alors je ne fais évidemment pas de comparaison sur le plan de la politique ni du programme. Je fais une comparaison dans la manière dont on performe la masculinité de manière théâtrale et clownesque. Et là, vous le voyez ici de manière irréfutable. Troisième exemple, c'est lors d'une des conventions de Trump. Vous avez ici un catcheur qui déchire son t-shirt, là encore, hein, comme s'il n'arrivait pas à contenir sa force physique et son enthousiasme et ses muscles. Vous avez remarqué qu'il a une belle moustache en guidon de vélo, et il vient en quelque sorte exprimer son soutien, peut-être même son amour à Trump. Vous voyez là encore les mots anglais qui ne sont pas du tout anodins. Run wild, hein, qui renvoie, alors wild, la wilderness, c'est un terme très complexe en anglais, mais ici ça renvoie à une espèce de sauvagerie, de primitivité, un peu comme Jean de Fer. C'est Jean de Fer qui est en train de sortir de sa cage. C'est le masculin profond qui est en train de se révéler, de déchirer les oripeaux. Et puis le terme de brother, c'est la brotherhood, c'est la fraternité, qui n'est pas la même fraternité que celle qui trône au fronton de nos mairies. C'est une autre forme de fraternité, de brotherhood, qui ici se met en scène d'une autre manière. Alors, pour terminer, en guise de conclusion, je voudrais vous proposer quelques éléments de réflexion sur les raisons pour lesquelles les hommes ont voté Trump. C'est pour ça que je rendais hommage tout à l'heure à l'autobiographie de Vance,
parce que je dirais que c'est l'époque où il était honnête avec lui-même. C'est l'époque où il racontait véritablement ce qu'il était, d'où il venait, d'un point de vue familial et social. C'est pour ça que ce livre est vraiment, je crois, important en tant que tel, mais aussi pour comprendre la contre-révolution masculiniste à l'œuvre. Une manière d'expliquer le vote Trump par les hommes, c'est de dire bah, c'est tous des fascistes, ils sont bêtes, ils n'ont rien compris. Bon. Mais ça, c'est indigne d'un historien, de vous, d'un intellectuel. On ne peut pas s'arrêter à ce genre d'anathème. Bon. Pourquoi, encore une fois, les hommes ont-ils voté à ce point en faveur de Trump? Alors, vous voyez que ici, le vote Trump est représenté en rouge. Vous avez ici un diagramme qui représente le vote des jeunes. En haut, ce sont les jeunes femmes qui ont voté à 40% pour Trump. Les jeunes hommes, eux, ont voté à 56% pour Trump, donc de manière écrasante. Et le diagramme tout en bas, c'est le vote latino, donc d'une des principales minorités aux États-Unis. Et vous voyez que les latinos, enfin les hommes latinos, ont voté pour Trump à 54%. Donc, une première chose qu'on ne peut pas dire, c'est par exemple, seuls les hommes blancs et vieux ont voté pour Trump. Ça, c'est pas possible de dire ça. Vous voyez que ce sont des jeunes hommes qui ont aussi voté massivement pour Trump, et ce sont aussi des minorités. Parce qu'on entend aussi beaucoup dans les cercles de gauche et de l'extrême gauche, l'idée selon laquelle les minorités seraient intrinsèquement bonnes et les blancs intrinsèquement mauvais. Bon, vous voyez que, en fait, on ne peut pas dire ce genre de choses, on ne peut pas le soutenir sur le plan politique. Et puis, une autre statistique qui est encore plus douloureuse, c'est qu'il y a quand même pas mal de femmes qui ont voté pour Trump. Alors, vous voyez ici Trump qui parle devant un des principaux lobbies des tradwives, c'est-à-dire des femmes qui ont une vision patriarcale, c'est-à-dire conformément à l'article 213 du Code civil, c'est-à-dire que les femmes ont le droit d'être protégées et en échange elles doivent obéir. Donc c'est la conception traditionnelle de la féminité. Et ici vous avez donc des millions de femmes qui, et je ne parle même pas de l'avortement, je ne parle même pas des questions d'avortement. Là c'est simplement une conception même de la famille et du rôle des femmes dans une société. Et donc là vous voyez Trump qui parle qui parle à cette tribune. Alors, pour conclure, je vais vous proposer quelques éléments de réflexion pour savoir pourquoi et au nom de quoi des hommes de tout background, hein, de tout milieu social, de tout héritage ethnoculturel, de tout milieu social, pourquoi tant d'hommes ont voté pour Trump et aussi quelques dizaines de millions de femmes. Un premier élément de réflexion porte sur ce que Vance appelait la crise de la masculinité. Bon. Moi, c'est un terme que je trouve intéressant, mais que je n'utilise pas parce que je le trouve un petit peu polémique et surtout un petit peu injuste. Comme si c'était terriblement difficile d'être un homme aujourd'hui. La vérité, c'est que ça reste globalement plus difficile d'être une femme aujourd'hui qu'un homme. Bon, je parle de manière générale. Donc, c'est un terme que je trouve une formule intéressante, mais que je n'emploie pas. La formule que je vous propose, c'est celle de montée des doutes masculins. Je crois que depuis plusieurs décennies, il y a une montée des doutes chez les hommes, une montée des doutes dans les milieux masculins, et là je ne parle pas des milieux masculinistes, hein, je parle bien des hommes en tant que tels, et je voudrais pour terminer vous donner quelques éléments de réflexion pour savoir à quel titre et pourquoi il y a eu cette montée des doutes. La première chose, je crois, c'est que depuis la fin du XXe siècle, on observe un déclin dans des professions que je qualifierais au sens large de viriles. Des professions qui mettent en œuvre de la force physique. Des paysans, par exemple, ou des cultivateurs, ou des ouvriers à la chaîne, ou des ouvriers qui travaillent dans un abattoir, ce qui est d'ailleurs la même chose puisqu'ils travaillent aussi à la chaîne, ou des marins-pêcheurs, bref. Je crois qu'il y a eu d'un point de vue professionnel un déclin des professions viriles. Ou plus largement, je vais le dire autrement, il est de plus en plus difficile de mettre en valeur économiquement sa force physique.
si vous allez à Pôle emploi ou auprès d'un patron en disant « moi, vous savez, je suis un fort des Halles et je suis super costaud », il y a en fait très peu de professions qui vous restent. Deuxièmement, il y a un autre aspect, c'est ce que Thomas Piketty appelle avant moi les perdants de la mondialisation. Les perdants de la mondialisation, ce sont à la fois des hommes et des catégories populaires, et d'ailleurs généralement les mêmes, c'est-à-dire des ouvriers et des hommes de classe populaire, qui ont été, et là je parle de manière extrêmement vague et rapide, des perdants de la mondialisation depuis presque un demi-siècle. Et la désindustrialisation et le chômage de masse ont frappé avant tout des hommes, des milieux industriels, c'est-à-dire ceux-là même qui sont les pères de famille et les oncles et les grands-pères dont parle J.D. Vance dans son autobiographie. La deuxième chose que je voudrais évoquer, et c'est beaucoup plus récent, c'est la manière dont MeToo a transformé les relations de sexe, et plus exactement dans la sphère intime. Moi, je veux bien croire que certains hommes ne savent plus très bien comment s'y prendre dans des, on va dire, dans des formes d'interaction intime ou présexuelle, voire sexuelle. Bon. Là encore, ça mériterait presque 2 heures de débat, mais j'entends que certains hommes, tout particulièrement des jeunes, disent « moi je ne sais plus comment être, je fais de la muscu mais il ne faut pas faire de la muscu, je fais du sport mais on dit que je suis un imbécile, si je prends la main d'une copine en me baladant avec elle lors d'une balade romantique, je lui prends sa main, moi je crois que c'est romantique mais je ne lui ai pas demandé l'autorisation, alors est-ce que c'est une agression sexuelle ?» Je veux bien croire qu'il y a des choses... Bon, moi je suis hors du marché de l'amour puisque d'une certaine manière je suis maintenant vieux et père de famille. Mais bon, je veux bien croire que pour les garçons que je n'ai pas, parce que j'ai 3 filles, la question se pose. En tout cas, de manière générale, la révolution MeToo a pu transformer ce que Irène Théry appelle la civilité sexuelle, c'est-à-dire la manière dont, dans une sphère hétéro, des hommes, des femmes, et en particulier des jeunes hommes et des jeunes femmes, interagissent. Et on pourrait dire que d'une certaine manière, ça renvoie à cette montée des doutes que j'évoquais tout à l'heure. Le troisième aspect est peu documenté et c'est pour ça que je voudrais terminer là-dessus. Le troisième aspect, c'est la manière dont, dans de très nombreux pays, et tout particulièrement aux États-Unis et en Grande-Bretagne, les jeunes garçons sont en train de décrocher d'un point de vue scolaire et universitaire. Alors, vous avez ici une statistique américaine qui porte sur la présence des garçons dans ce qu'aux États-Unis on appelle le college, c'est-à-dire le premier cycle universitaire. Et vous voyez que pour les femmes, ça se maintient, voire ça augmente tout au long des années 2010, alors que pour les garçons, il y a eu une chute qui s'est aggravée, donc une chute, et en plus elle s'est aggravée dans la présence au niveau universitaire. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de garçons dans les cycles universitaires et que cette chute augmente, enfin s'aggrave on va dire. Ce qui fait qu'aux États-Unis, au niveau national, quand on regarde dans les universités, ce sont 40%, il y a 40% des étudiants qui sont des garçons et 60% des étudiants qui sont des filles. Hein, donc ça veut dire qu'on en arrive vraiment à ce que les garçons dans le monde universitaire américain deviennent en fait actuellement une minorité. Évidemment c'était l'inverse jusqu'au milieu du XXe siècle et même jusqu'à la fin du XXe siècle. Voici une deuxième statistique. Les femmes deviennent diplômées, alors to graduate en anglais c'est un peu difficile de le traduire, mais enfin on va dire diplômées en français. Les femmes sont diplômées à un rythme et à un taux plus soutenu que les garçons, et vous le voyez, cela a tous les niveaux de ce qu'on appellerait en France Bac plus 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire à tous les niveaux, licence, master et doctorat. Les femmes sont en tête à tous les niveaux du cursus universitaire. Et enfin,
Troisième statistique, ici c'est en Grande-Bretagne, ce qu'on appelle en anglais les drop-outs, c'est-à-dire les gens qui sont desco, comme disent mes filles, qui sont complètement déscolarisés, qui ne sont plus du tout en rapport avec le monde scolaire ou universitaire. Et là, vous voyez qu'en Grande-Bretagne, c'est 15% des garçons qui sont complètement déscolarisés, contre seulement 11% des filles. Donc, la troisième raison, c'est que la troisième cause, ensemble de causes que je voulais évoquer, c'est le fait assez peu connu et documenté que les garçons, tout particulièrement d'origine populaire, sont en train de décrocher du point de vue scolaire et universitaire. Alors, vous voyez que ceci n'explique pas cela. On ne peut pas dire que le chômage d'un côté ou MeToo et le décrochage universitaire, entre guillemets, justifient des formes proto-fascistes ou des contre-révolutions masculinistes. Ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Je dis simplement que le vote en faveur de Trump et des masculinistes a des explications autrement plus complexes que les anathèmes que, à gauche, on aime bien faire retentir régulièrement. Et je crois que pour remédier à la situation, enfin, je suis moi-même un vieux social-démocrate, hein, je ne suis pas en train de... Donc, pour réfléchir à cette contre-révolution masculiniste à l'œuvre, je crois qu'il faut aussi prendre à bras-le-corps un certain nombre de problèmes qui touchent tous les pays en Occident et au-delà. Et la première chose qu'il faut faire, c'est, je crois, réveiller la social-démocratie du coma profond où elle se trouve actuellement. Je vous remercie pour votre attention.